Nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. On en parle avec un invité incorrect, Bernard Lugan, historien, spécialiste de l'Afrique, universitaire et expert auprès de l'ONU, et dirigeant de la revue L'Afrique réelle. Eh bien, Bernard Lugan, évidemment, je rappellerai juste par rapport à ce qu'on a dit, c'est que quand même sur Moderna, je voudrais rappeler que la Suède a suspendu indéfiniment le vaccin Moderna après de problèmes cardiaques chez les patients. Ça ne remet pas en cause, mais quand même, il fallait que cela fût dit. Alors Bernard Lugan, effectivement, j'ai pris, comme on dit, un extrême plaisir à lire les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue le livre vient de paraître à la Nouvelle Librairie. Et c'est un livre, évidemment, moi je me demandais, quand j'ai lu, ce sont des nouvelles sur une certaine période de l'Afrique, avant, effectivement, avant ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, non pas d'avant les indépendances, mais au moment où l'Afrique, il y avait encore, effectivement, ce sentiment, et c'est ça qui est extraordinaire, ce n'est pas le retent des colonies, mais les colonies il y avait encore un esprit là-dessus. Et ce qui est étonnant dans ce livre, c'est que, et on va vous accuser encore de réactionnarisme, évidemment, mais ça, vous vous en fichez, je sais, Bernard Lugan, mais elles sont absolument drôles, elles sont énormes, avec un H, effectivement. Et ce que vous me dites, on en discutait juste avant qu'on prenne l'antenne, c'est que toutes ces nouvelles sont vécues. Toutes, absolument. Oui. Et alors comment c'est? Vous avez vécu en Afrique combien de temps? J'ai vécu plus de 40 ans en Afrique, mais dans cette Afrique disparue, j'y ai vécu pendant 12 ans. Je suis arrivé au Rwanda en 1972, je suis parti en 1983, et ensuite j'ai eu mes périodes Afrique du Sud, Afrique centrale, Sahel, etc. Donc là, j'ai résumé un certain nombre d'anecdotes. Il y aura un deuxième tome. J'ai résumé un certain nombre d'anecdotes dans lesquelles j'ai voulu mettre en évidence des personnages énormes, avec un H, comme vous venez de le dire, qui sont des personnages qui n'existent plus aujourd'hui, et que j'ai eu le privilège de côtoyer pendant ces 10 ans de Rwanda. Parce que la grande originalité de ce Rwanda, quand j'y suis arrivé en 72, c'est que l'on n'avait pas l'impression que le pays était encore indépendant. C'est exactement ce que vous venez de dire. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, la mutation avait été faite, et ce que l'on pouvait appeler les grands blancs, entre guillemets, sans analyse politique, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait les grands blancs à l'époque. C'est quoi les grands blancs? Les grands blancs, c'est le blanc qui restait blanc en Afrique, à l'anglaise. Le grand blanc qui avait son élégance, qui avait sa façon de vivre, qui ne cherchait pas à gagner de l'argent, mais qui vivait tel qu'il était, selon ses principes, selon son honneur, son élégance, sa classe, etc. Ça avait disparu. C'était très anglais, ça. Ça existait également en Afrique française, mais beaucoup moins. Or, quand je suis arrivé dans cette Afrique de l'Est, j'ai rencontré encore de ces grands blancs, tant au Kenya qu'au Rwanda, qu'en Ouganda, que dans tous ces pays. Et évidemment, j'ai sympathisé avec eux tout de suite. Et ce sont toutes ces aventures que je raconte, tous ces événements qui sont assez extraordinaires, effectivement, parce que l'on n'a pas l'impression qu'aussi près de nous, et après l'indépendance, de tels personnages aient pu avoir les rôles qu'ils ont eus. Et en même temps, il y a des personnages extrêmement sulfureux là-dedans, ceux qui ont eu, pendant la guerre, des deux côtés de la barricade, disons-le, mais c'est intéressant parce que, au fond, qu'est-ce qui les caractérise? Quand vous dites ces grands blancs, ces personnalités-là, d'abord, question vraiment importante, parce qu'on peut vous dire, oui, c'est ça, vous regrettez le temps de l'esclavage, quand les Noirs étaient inférieurs. Or, ce n'est pas ça, Bernard Lugan, pas du tout. Parce qu'on allait dire, le retent des colonies, c'était encore bien, il y avait les boys d'un côté, les autres de l'autre. Pas du tout. Ces hommes vivaient un peu sur le principe du maréchal Lyautey, quand, à l'époque où Léon Blum disait, il est du devoir des races supérieures d'apporter la civilisation aux races inférieures, et le maréchal Lyautey disait, mais ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Non, nous sommes dans l'ethnodifférentialisme, c'est-à-dire que ces Africains étaient tout à fait ravis de voir ces Blancs qui étaient des Blancs et qui considéraient les Africains comme des vrais Africains. C'était pas la woke culture. La grande différence, c'est qu'à l'époque, ces Blancs étaient des Blancs qui étaient certes africains, mais européens, qui restaient européens. Et ça, c'est fondamental. Mais respecter l'identité des autres. Complètement. Complètement. C'est l'ethnodifférentialisme. C'est la différence entre, si vous voulez, la colonisation anglaise et la colonisation française. La colonisation anglaise a laissé, comme je le dis souvent, des habitudes, et la colonisation française a laissé des certitudes. Nous avons été trop idéologues. Nous avons essayé de changer l'homme. Les Anglais n'ont pas cherché à changer l'homme. On était universaliste, c'était les Lumières, etc. N'oublions pas que la colonisation française, contrairement à ce
ce que disent ceux qui la critiquent, n'était pas du tout une colonisation qui a été faite sur des principes économiques, mais qui reposait sur un substrat totalement idéologique, comme je l'ai montré dans mon précédent livre, pour lequel j'étais venu ici pour des coloniaux, sur un substrat totalement idéologique. La France, héritière de la révolution de 89 et des principes universalistes démocratiques, ne pouvait pas avoir l'égoïsme de garder ses principes pour elle, il fallait qu'elle les exportât à l'étranger. La colonisation... Mais d'un bon naturel, quand même. Généreux. Moi, je ne suis pas révolutionnaire. Moi, je suis plutôt contre-révolutionnaire. Pour moi, 89 n'est pas une grande période. Mais bon, il faut tout assumer dans son passé historique. Bien sûr. Et donc, ce phénomène est tout à fait intéressant parce que la France va porter l'étape de la loi démocratique et résultat, dans les colonies, c'est un petit peu la catastrophe aujourd'hui parce que nous n'avons pas, dans les anciennes colonies anglaises, ce décalage intellectuel qui existe chez les élites francophones de nos anciennes colonies. Bon, alors pourquoi les élites anglophones, justement, de l'Afrique anciennement anglaise, comme on dit, ou anglo-saxonne, enfin anglaise, pourquoi ils se sont, justement, vous dites aujourd'hui, se comportent différemment et peut-être mieux que les élites de l'Afrique francophone? Parce que les Britanniques n'ont pas cherché à changer l'homme. Parce que les Britanniques ont laissé en place les structures et parce que le système du gouvernement indirect a fait que, sauf dans les colonies de peuplement, comme la Rhodésie ou une petite partie du Kenya, partout ailleurs, les Anglais étaient très peu nombreux. Il y avait quelques officiers, quelques commerçants, et ils ont laissé en place toutes les structures. Et quand l'indépendance s'est faite, qui est arrivé au pouvoir dans ces pays? Eh bien, les anciens chefs traditionnels. Pas chez nous. Chez nous, le seul pays dans lequel l'ancien chef traditionnel est arrivé au pouvoir, c'est le seul pays qui a marché un certain temps, c'est la Côte d'Ivoire, avec Houphouët-Boigny, qui était un chef baoulé. Partout ailleurs, nous avons cassé les élites et créé de fausses élites. Au lieu des chefs traditionnels, nous avons mis des gens qui sortaient de nos écoles d'instituteurs ou de nos écoles normales. Avec une exception en France, donc la Côte d'Ivoire. Et l'autre grande exception, c'est l'IOT. L'IOT et le Maroc. Quand les Français quittent le Maroc, qui sont les autorités, qui sont les élites marocaines qui prennent le pouvoir? Les familles qui étaient au pouvoir avant le début du protectorat, pas en Algérie. Le drame de l'Algérie, c'est que nous avons jacobinisé l'Algérie. Nous avons voulu faire des Algériens des Français à part entière. Et pour faire des Français à part entière, nous avons cassé les structures de la chefferie, comme nous avons cassé la langue bretonne, comme nous avons cassé toutes nos provinces, au nom de l'universalisme jacobin et républicain. Résultat, lorsque nous sommes partis d'Algérie, les dernières élites algériennes étaient d'ailleurs pro-françaises et elles ont été massacrées par le FLN. Et qui est arrivé au pouvoir? Des parvenus. Des parvenus, d'où l'échec complet de l'Algérie, à côté du Maroc, qui, lui, à garder ces élites. Et de la Tunisie. Car en Tunisie, il y avait des élites traditionnelles qui sont elles qui ont perduré. Quoi. Qui ont perduré. Et les Britanniques l'ont fait en Afrique. Vous voyez, un pays comme le Botswana, par exemple, l'on met toujours en modèle. Pourquoi le Botswana est-il un pays qui marche bien? L'ancien Bechuanaland britannique. Parce que le Parlement du Botswana est composé des chefs de tribus. Eh oui. C'est-à-dire la structure tribale est restée. La culture est restée, modernisée avec le système démocratique. C'est ça. Alors que pour nous, la culture tribale, enfin pour l'esprit des Lumières, la culture tribale était régressive, lamentable, esclavagiste et autres. Ouais. Oui, c'est ça. Il ne fallait pas dire que l'on était breton, corse ou alsacien. Il ne fallait pas davantage dire que l'on était bambara, peul ou malinqué. C'est ça. Oui, ça ne se faisait pas. Et il fallait, c'était la France, le jacobinisme. Le jacobinisme, l'esprit des Lumières. Cet esprit des Lumières qui est à l'origine, comment dirais-je, de ce grand mouvement. On en avait parlé ici la dernière fois. Décoloniale, parce que ces gens comprennent qu'il y a un décalage entre les principes et la réalité, et cela va créer des tensions, et cela va créer des arrière-pensées. On va en parler de ces arrière-pensées, même ces avant-pensées, et rappeler les nouvelles formidables et incorrectes de cette Afrique disparue avec Bernard Lugan. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Bernard Lugan, qui connaît l'Afrique, hein, bien évidemment, jusqu'à 13h45. À partir de 13h45, vous pourrez parler du pass sanitaire, et selon les informations de plusieurs sénateurs, le vote a été avancé à midi, au moment même où nous recevions la sénatrice Laurence Braun-Müller. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions au 0826 300 300.
Bernard Lugan, nouvelle très incorrecte d'une Afrique disparue, mais vraiment disparue, Bernard Lugan, parce que elle est encore là, cette Afrique. Vous l'avez fréquentée de 72 à dans les années 90, vous la fréquentez encore. Et je dois dire que vraiment, on prend un plaisir tout à fait remarquable à lire ces nouvelles qui sont, encore une fois, des nouvelles vécues. Évidemment, vous avez changé les noms, j'imagine. Vous avez changé déjà, vous appelez Henri Nérac dans le livre. Mais racontez-moi, il y a quand même une ou deux, moi, qui m'ont... Le perroquet vert. Alors, c'était une boîte de nuit. Ah, c'était la grande boîte de nuit de Bujumbura, qui était la boîte de nuit haute en couleur et qui était tout à fait intéressante à un certain moment quand il y avait Laurent Désiré Kabila, le futur tombeur du maréchal Mobutu, qui tenait les maquis sur le plateau de l'Itombwe, de l'autre côté du lac Tanganyika, et qui, tous les 3 ou 4 mois, descendait pour ses bordées dans toutes les... Le perroquet vert, c'était quoi? C'était un bar sur le bord du lac Tanganyika. D'accord. Bar, maison de passe, enfin, c'était une bonne maison. Et donc il descendait, alors évidemment il payait en pépites d'or, en peau de léopard, etc. Donc le bar, tout le monde venait là. Tout le monde, tout était réquisitionné pour lui. C'était vraiment haut en couleur. Mais j'ai eu l'occasion une ou deux fois de me retrouver là parce que il m'aimait bien. Et donc j'ai assisté à des scènes mais totalement surréalistes que je décris d'ailleurs Comme par exemple, racontez. Ah, mais non, c'est pas racontable. C'est pas racontable. Mais ça serait mal vu par les féministes. Vous me direz, je ne crains pas de me faire des ennemis. Moi, j'ai rien contre les femmes, tout contre. Mais oui, sexiste, machiste, etc. Terrible. Mais alors, Bernard Lugan, en revanche, ça c'est beaucoup moins gai, beaucoup plus terrible. Racontez-nous, parce que vous avez presque assisté au prolégomène, mais 20 ans avant, de l'horrible massacre qui s'est passé au Rwanda, 20 ans avant. Racontez-nous. Ah oui, c'était au mois de février 73. J'étais là depuis quelques mois. Et au milieu de la nuit, en pleine saison des pluies, mon doyen me réveille me disant... Jacques Gali à ce moment-là? Non, c'est Boutaré, l'université. Ah, c'est Boutaré. Mon doyen français me réveille, il me dit, écoute, tu as une Land Rover, j'étais le seul à avoir une Land Rover, va en brousse, séminaire de Kansi, qui était à 25 km de Boutaré, très mauvaise piste par exemple des pluies, pour prévenir l'abbé Kagame, qui n'a aucun lien avec le général Kagame, mais qui était le grand historien du Rwanda, un grand Tutsi, de ne pas venir demain parce qu'il risque de se faire massacrer à l'université, parce qu'il se massacre à l'université. Entre Hutu et Tutsi déjà. Oui, il me dit surtout tu n'y vas pas. Alors je prends ce qu'il faut, je prends les armes qu'il faut, et je pars. Je réveille à 1h du matin le séminaire de Kansi où était l'abbé Kagame. Je dis surtout, monsieur l'abbé, vous ne venez pas demain. Et je rentre à Boutaré. Et là, la colline sur laquelle était l'université est flambée. Donc je monte avec ma voiture. Et là, il y avait sur le fronton de l'université la grande devise Illuminatio et Salus Populi. Et je gare ma voiture, j'avais une grosse Land Rover cabine, et je prends mon P38 que je mets dans la ceinture, je monte l'escalier, et là, un étudiant tombe, s'était fait sévèrement tabasser à coups de machette, etc. Et j'arrive derrière, et il y avait ceux qui l'avaient agressé, qui étaient mes étudiants, et qui me disent très poliment, monsieur, n'avancez pas, ce n'est pas l'affaire des Blancs. Carrément, on me dit ça. Ah oui, alors écoutez, moi je vais dans le dortoir des filles, là, parce que j'entends des cris, je vais sortir les gens. Non monsieur, vous n'y allez pas, il y en a un qui lève sa machette. Évidemment, je dégaine, et je le mets en joue, il lâche sa machette, et j'ai récupéré les filles. Nous étions deux, avec un autre de mes collègues, grand ami, disparu aujourd'hui, et je saluerai jamais assez sa mémoire, Pierre Sirven, géographe. Grand ami, à tous les deux, nous avons sorti la plupart des filles, une partie des garçons, une partie de la nuit. Alors les filles, nous avons déposé dans une mission religieuse de Boutaré, les garçons dans les parcs autour de l'université, et le lendemain matin, nous les avons fait passer au Burundi. C'est une zone que je connaissais assez bien parce que j'étais réquisitionné souvent par les autorités pour la protection des cultures. Quand il y avait trop d'hippopotames qui détruisaient les rizières, on me prévenait et je venais pour régler le problème. Donc je connaissais les passages entre le Rwanda et le Burundi par les fleuves et par les papyrus. Donc nous avons le Burundi à ce moment-là était dirigé par les Tutsis, alors que le Rwanda était dirigé par les Hutus. Nous avons ailé des piroguiers du côté du Burundi qui ont envoyé les pirogues et nous avons fait passer un certain nombre Vous avez sauvé un certain nombre de gens. Oui. Et dites-moi, ça préfigurait vraiment déjà, c'était comme ça préfigurait ce qui allait se passer. Oui, ça allait très mal. Alors heureusement pour le Rwanda, il y a eu le coup d'État du général Habyarimana.
qui lui était un Hutu, et qui lui a pacifié tout cela. Le général Abiyarimana, on a dit beaucoup de mal du général Abiyarimana. Le général Abiyarimana était un pacificateur. Et c'est lui qui a vraiment mis en sommeil les questions Tutsi-Hutu de 73, de sa période de coup d'État, jusqu'à son assassinat en 94. Et si ces problèmes de Hutu-Tutsi sont ressortis, c'est à cause de la démocratie. C'est à cause, carrément, absolument. Oui, c'est à cause de la démocratie, parce que la démocratie a exacerbé. Lorsque François Mitterrand a obligé le Rwanda à passer au multipartisme, alors qu'avant, il y avait un seul parti, le parti unique. Et à l'intérieur du parti unique, les forces ethniques et régionales s'exerçaient à l'intérieur du parti. Ouais. Là, elles sont sorties à l'extérieur. Ce qui fait que... Les ethnies sont devenues des partis... Les ethnies, absolument. Et il y a eu tout un enchaînement. Moi, je dis toujours, et je l'ai démontré dans mes livres, la démocratie est la mère lointaine. La démocratie imposée en 1980, après le discours de la Baule au Rwanda, est la mère lointaine du génocide du Rwanda. Parce que tout a été mais la démocratie a fait un mal terrible en Afrique. Regardez, tous ces coups d'État qui se déroulent en ce moment en Afrique sont des retours, j'allais dire, à la sagesse africaine. Ce qui s'est passé au Soudan. C'est le retour du refoulé tribal. Oui, mais même le retour à la sagesse, qui est qu'en Afrique, le pouvoir ne se partage pas. En Afrique, le chef africain, les juristes me comprendront, détient à la fois l'auctoritas et la potestas. Rien à voir avec notre système du contrat social qui repose sur l'addition des voix individuelles et de la séparation des pouvoirs. Ça n'existe pas. En Afrique traditionnelle, si le chef discute son pouvoir, c'est qu'il n'est plus le chef. Ça ne veut pas dire que le chef... Ça peut changer, ça, quand même. Franchement, bien sûr, mais c'est pour ça que le Botswana marche. Parce que le Botswana est passé dans un système moderne, mais en gardant son système traditionnel. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain de sociétés communautaires à des sociétés individualistes. Nous sommes passés de la communauté à l'individu à travers la Renaissance, à travers la Réforme, à travers les révolutions du XVIIIe siècle, à travers les révolutions nationalistes, à travers des tas d'histoires. Vous ne pouvez pas imposer ça du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire en quelques années. Alors, pour revenir à ces nouvelles et aussi cette histoire, je voudrais que vous racontiez, parce qu'elle est assez jolie, ce qui s'est passé au Maroc. Ah oui. Je suis invité pour la fête du trône au Maroc, à l'époque du très grand Hassan II, qui était un souverain extraordinaire. Et je suis invité à la fête du trône. Vous savez, moi, je suis marocain. Hein. Je suis marocain, je suis de Meknès, etc. Et je venais d'écrire une histoire du Maroc. Je suis invité à la fête du trône. Et je me dis, bon, j'ai toujours eu de très mauvais rapports avec les ambassades. Je dis, mais par politesse, je vais quand même passer à l'ambassade de France pour faire l'hommage de mon livre à son Excellence. J'arrive à l'ambassade de France. J'avais une voiture du Palais Royal avec un ami marocain colonel qui me dépose devant la porte de l'ambassade. Bon, les Mohassini me saluent, je rentre. Et alors, je passe, si vous voulez, de la grandeur monarchiste à la petitesse démocratique. C'est-à-dire, au milieu de la cour, une guérite en plexiglas avec un sous-fonctionnaire français qui était là de toute son importance et qui manifestait son importance. Et j'entre dans le hall et là, je vois des Marocains qui font la queue, professeurs de médecine, etc., pour les visas. Très bonne chose de faire la queue pour les visas. Seulement derrière eux, il y avait un panneau syndical, CGT, CFDT, etc. Donc ces Marocains faisaient la queue pour avoir le formulaire du visa devant une table en formica tenue par un sous-fonctionnaire avec derrière les... Ça m'énerve. Et j'entends... CGT, ça vous énerve? Non, tout ça m'énerve. Il y a un décalage entre le monde lyotéen vous voyez, et le monde de sous-préfecture. Là, il y a quand même une différence. Et là, j'entends, approchez-vous. Grande baie vitrée, je m'approche vers la baie vitrée. En fait, c'était une glace sans teint. Et cette glace sans teint, il y avait une sorte de guichet comme à la SNCF. Je ne vois pas qui me parle. Que venez-vous faire? Vous ne voyez pas la personne, l'interlocuteur. Ouais. Je viens faire l'hommage de mon livre à son Excellence. Quel livre? Je lui dis, mon livre. Et pourquoi? J'ai dit, écoutez, vous commencez à me fatiguer. Ce livre arrivera par la valise diplomatique. Et je pars. Silence de tous les Marocains qui me regardent. À ce moment-là, j'entends stopper immédiatement, je vous fais arrêter. Je me retourne, la porte vitrée s'ouvre, deux gendarmes français. Elle me dit là, ils ne me connaissaient pas. Je dis là, nous allons commencer à rire. Mon livre était dédicacé, je le jette à la figure des gendarmes et je pars en courant. Les gendarmes me coursent. Et j'arrive à l'entrée, les Mohassini me saluent, le chauffeur m'ouvre, voiture immatriculée, Palais Royal. Et ça y est, on a fait une très grosse bêtise. Et là, je dis au colonel qui est un ami, je lui dis, si Ahmed, je suis marocain,
je me demande à être placé sous la protection de l'armée marocaine, car j'ai failli être enlevé par les sbires socialistes. Excellent, immédiatement. Et je dois dire que j'allais faire le journal de 14h, le grand journal télévisé de 14h à Rabat. À Rabat, ouais. Tout le Maroc était au courant. Évidemment, tout le monde était mort de rire. C'est à l'époque où l'épouse de François Mitterrand faisait la guerre au Maroc à propos du Polisario. Oui, Polisario, oui, donc ça allait très mal. Alors j'arrive et le speaker me dit « Pourquoi voulait-il vous arrêter ?» Mais parce que j'ai défendu la position marocaine et en France, c'est très mal vu. J'ai failli être enlevé comme un général russe blanc dans une malle pour être expédié ensuite en France dans les culs de basse-fosse de la République française. Éclat de rire partout, etc. Donc je fais mon émission, je rentre à mon hôtel. L'ambassade avait réussi à trouver quel était mon hôtel. Alors je passe la suite. Voilà, c'est une histoire, magnifique. C'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire. Et alors l'ambassadeur, à la fin de l'interview dit, vous savez, quand j'ai su que c'était vous, j'ai su que tout allait être terrible. Je lui dis pourquoi ? Il dit parce que j'étais au ministère à l'époque où vous avez été mis à la porte du Rwanda par l'administration française et j'ai su ce qui s'était passé. Il faut dire que ça avait été sanglant. Mais je le raconte. On va en reparler de tout ça avec Bernard Lugan. Et on a Marie sur le Facebook Live qui nous dit « Il est très rare d'entendre quelqu'un qui connaît aussi bien l'Afrique et sans le discours idéologique habituel. » Eh bien écoutez Marie, appelez-nous au 0826 300 300, puisque c'est vrai qu'on parle souvent d'Afrique, mais très peu savent en parler. Donc vous nous appelez jusqu'à 13h45. Auvergnat parle aux Africains, puisque Rodolphe nous appelle d'Auvergne et pose une question à Bernard Lugan. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Rodolphe. Bonjour André, bonjour M. Lugan. Oui, d'où êtes-vous en Auvergne ? Je suis natif de Vichy et je vis à Beau-l'Église. Ah bah d'accord, mais nous sommes pays. Nous sommes voisins, tout à fait. Nous sommes voisins. J'ai une question et avant je voudrais vous dire que je viens d'une famille d'expatriés qui exilent au Maroc. Ma grand-mère était professeure de danse au Maroc, elle avait une grande école, elle s'appelait Madame Moreau et ma mère donnait des cours de danse aux filles de la scène 2. Ah oui, très bien. Alors Rodolphe, on vous écoute. Alors la question, est-ce que vous ne pensez pas que la casse du système tribal africain dans les colonies françaises a été faite pour laisser l'entrée aux grandes entreprises françaises ? Je n'ai pas compris. Le fait qu'ils aient cassé le système tribal dans les colonies françaises, ça a tellement mis un désordre que les grandes entreprises françaises ont pu prendre possession, entre guillemets, des richesses des pays. Non, la France n'a pas cassé le système tribal. La France a étêté le système tribal. C'est-à-dire que nous avons laissé ces tribus, ces ethnies, bien entendu, mais nous avons remplacé leurs chefs par des chefs que nous avons nommés, souvent d'ailleurs des anciens combattants de la guerre de 14, etc. Tandis que la différence avec les Britanniques, c'est que les Britanniques n'ont pas étêté l'ethnie et la tribu. C'est cela. Première question. Deuxième question. Vous savez, il y a eu très peu de zones qui ont été des zones d'exploitation coloniale au sens exploitation en Afrique. Il n'y a pas eu ces grandes visées et ces grandes descriptions telles qu'on nous les présente. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le système est resté parfaitement en place. Je relisais l'autre jour 3 tomes extraordinaires que j'ai réussi à acheter chez un antiquaire, qui étaient le code rural et foncier de toute l'Afrique de l'Ouest française, où chaque administrateur des colonies racontait, décrivait le système d'administration traditionnel dans son cercle. Ça n'a pas bougé, cela. Nous n'avons pas bougé, cela. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un hiatus considérable au moment de l'indépendance entre le substrat de la population qui n'avait pas bougé et les élites qui avaient été complètement coupés de leur population et qui avaient été formés au quartier latin ou ailleurs. Vous voulez dire qu'il y avait déjà un très gros problème peuple-élite. C'est pas que chez nous. En Afrique francophone, c'est le problème peuple-élite. Beaucoup moins qu'en Afrique anglophone. Parce que en Afrique anglophone, les élites traditionnelles ont été certes envoyées à l'université, mais c'était, même en Angleterre, mais c'était les élites traditionnelles. Tandis que nous avons souvent envoyé à l'université les gens d'ethnie qui étaient ceux les dominés de l'histoire. En fait, si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé dans toute la bande sahélienne, prenons l'exemple de la bande sahélienne. La colonisation française s'est faite au profit des vaincus, c'est-à-dire des peuples qui avaient été réduits en esclavage par les grandes ethnies impériales islamiques, notamment les Peuls et autres. Et quand la colonisation se fait entre 1896 et 1992 et 1900,
les peuples qui venaient d'être conquis et qui étaient réduits en servitude ou en esclavage, comme les Bambara, comme les Songhai, etc., vont accueillir la colonisation d'une manière excessivement positive. Bien sûr. Et qui va être le vaincu de la colonisation? Ce sont les anciens dominants. Ce qui fait que nous allons envoyer à l'école, nous, les enfants des anciens dominés, alors que les enfants des anciens dominants, eux, vont rester en dehors de l'école. Ce qui fait qu'au lendemain de l'indépendance, qui va être au pouvoir? Ce sont les ethnies anciennement dominées ou anciennement victimes, qui en plus vont avoir un avantage considérable, la démocratie. Elles sont plus nombreuses que les autres. Donc elles auront la légitimité aux élections, ce que j'appelle l'ethnomathématique électorale. Et quand vous avez compris ça, vous avez compris la guerre du Tchad, vous avez compris la guerre du Mali, vous avez compris toutes les guerres de la bande sahélo-saharienne. Rodolphe, vous voulez répondre? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Après, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que dans les colonies anglaises, c'est aussi marqué que les colonies françaises au niveau de l'industrie où les grandes entreprises françaises quand même dominent largement le marché, quoi. Alors, il y a eu plusieurs cadres. Les Britanniques sont partis aux colonies en Afrique par pur égoïsme. Pur égoïsme, soit économique, soit stratégique. Alors, parmi les colonies britanniques, il y a eu des colonies qui étaient stratégiques. Essentiellement, au départ, la colonie du Cap pour le contrôle de la route du Cap. Et ensuite, vous avez eu des colonies qui étaient beaucoup plus tournées vers l'industrie, notamment la Zambie, la Rhodésie du Nord. Tandis que d'autres colonies sont restées véritablement avec très très peu d'Européens, avec très peu de développement. Les Britanniques n'ont pas du tout fait ce que nous avons fait nous. Nous avons eu une colonisation très altruiste. Si on fait le bilan de ce que la France laisse en 1960 et ce que la Grande-Bretagne laisse, je pense que si nous additionnons, pas pour les voies ferrées, parce que les Britanniques ont fait d'immenses voies ferrées stratégiques, mais aussi les ponts, ce qui est les hôpitaux, les écoles, les universités, les dispensaires, etc., je pense que nous avons, du côté français, un avantage considérable, parce que nous avons eu alors là, quand je dis ça, évidemment, tout le monde hurle, nous avons eu une colonisation altruiste. Voilà encore un colonisateur qui nous dit que la France n'a apporté que du bienfait. Alors qu'il nous a mis en esclavage. Non, mais c'est bien de sortir un peu des clichés habituels. Mais je ne dis pas que la colonisation... Moi, je ne suis pas un partisan de la colonisation, mais je suis un ethno-différentialiste. Donc, étant un ethno-différentialiste, je ne suis pas pour la colonisation. J'ai une vision... Mais vous ne pensez pas que la colonisation a été un crime contre l'humanité, comme en Algérie? La critique que l'on peut faire à la colonisation, c'est la critique aristocratique de l'IOT. C'est dire que la colonisation a inversé les rapports sociaux africains. C'est-à-dire que nous avons mis au pouvoir ceux qui étaient les vaincus et que nous avons évincé du pouvoir ceux qui étaient les vainqueurs. Et puis, nous avons changé l'ordre des choses, qui va se retrouver aujourd'hui et qui va expliquer toutes les crises africaines dans nos Afriques. On en reparle tout de suite après une interruption. Absolument, merci Rodolphe de nous avoir appelés. Vous êtes nombreux à nous appeler, mais vous aurez la parole au 0826 300 300 pour poser vos questions à Bernard Lugan. Vous avez encore un quart d'heure et je vous rappelle que vous pouvez également réagir au sujet du pass sanitaire qui est actuellement voté au Sénat. Et on en a parlé avec la sénatrice Braun-Müller. Tout de suite dans les Landes au 0826 300 300 avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Lugan. Bonjour Madame. Alors, voilà, l'histoire dit aussi autre chose. Alors, simplement, De Gaulle, qui avait besoin de matières premières pour développer l'industrie en France, c'est-à-dire Airbus, le rail, les voitures, a demandé à Monsieur France-Afrique, c'est comme ça qu'on l'appelait, Monsieur Pierre Faucard, de mettre en place, de mettre en place dans ces pays qui détenaient les matières premières des régimes qui étaient favorables à la France. Ça continuait par la suite avec les autres présidents. À l'heure actuelle, nous n'avons plus du tout la main. Le dernier exemple étant au Mali, où le plus grand gisement mondial de lithium est exploité à l'heure actuelle par la Chine, ce qui leur donne le monopole
dorénavant sur toutes les voitures électriques. Donc tout a changé. Mais simplement, il doit y avoir une raison pour laquelle les Africains nous en veulent, parce que nous avons exploité leurs matières premières et mis au pouvoir des régimes qui ne redistribuaient pas. Alors Marie pose une vraie question, Bernard Lugan, la France-Afrique. Est-ce qu'on n'a pas mis effectivement des régimes qui étaient là effectivement pour, allez, soyons clairs, se servir, mais nous servir aussi, et tout aller pour le mieux dans je te passe le séné, je te donne la rhubarbe, et puis la Chine est venue ensuite. C'est une légende. C'est une légende. Total. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. En fait, la France-Afrique, c'est une légende. C'est une légende. Il y a eu les réseaux Focard, mais quelques bandes d'amis. Aujourd'hui, on peut dire la France-Afrique existe parce que tel individu a des réseaux. Mais ceci, et c'est totalement un épiphénomène. Ce qui s'est passé, De Gaulle, en donnant l'indépendance, n'a pas promis le développement. De Gaulle a promis la coopération. Et De Gaulle avait bien compris que nous étions en présence d'États totalement artificiels, que nous avions créés par ces frontières coloniales artificielles, qui étaient des États dans lesquels il y avait des ethnies diverses, donc il n'y avait pas de cohésion nationale. Donc De Gaulle était parti de l'idée suivante, il faut mettre en avant le principe de l'État. Donc, pour mettre en avant le principe de l'État, il a fallu passer par ce qu'on a appelé le raccourci autoritaire. Le raccourci autoritaire, ça a été le parti unique. Le parti unique qui va lui-même, à l'intérieur de son parti, comme dans les partis communistes existaient diverses tendances, mais il y avait, si vous voyez, une sorte de synthèse qui se faisait. Donc, ce phénomène se faisait construction de l'État. Donc, de 1960 jusqu'au discours de la Baule, toute la coopération jusqu'à Mitterrand, ouais. Toute la coopération a été faite avec ce principe un peu colbertiste qui était l'État, l'État, l'État. Il faut que l'État existe, car s'il n'y a pas d'État, il va y avoir l'anarchie comme aujourd'hui au Mali, etc. Arrive François Mitterrand au pouvoir. Et François Mitterrand va totalement renverser le système. Et Mitterrand va dire, s'il n'y a pas de développement, c'est parce que les populations ne participent pas vraiment à la gestion du pays. Et pour qu'elles participent vraiment à la gestion du pays, il faut le multipartisme et il faut la démocratie. Du jour au lendemain, nous avons cassé 30 ans de construction de l'État. Et du jour au lendemain, les États ont explosé. Car dès la mise en place du multipartisme, il y a eu des révolutions dans toute l'Afrique francophone. Tous les pays d'Afrique francophone. Et nous ne sommes pas sortis de cette phase d'anarchie. Et aujourd'hui, nous voyons des coups d'État militaires qui se font Guinée, Mali, un peu partout, Tchad, et qui, bien entendu, n'ont pas la liberté militaire qu'ils avaient à l'époque vraiment des dictatures militaires des années 70, parce qu'il n'y a plus la guerre froide, et qui essayent d'améliorer, de jouer à la démocratie tout n'étant pas la démocratie. Le principal problème, madame, c'est un problème politique et un problème institutionnel. Alors de là, bien entendu, découlent des pertes de présence de la France. Nous nous sommes fait jeter de Centrafrique. La Centrafrique qui était véritablement le pays dans lequel nous étions le plus à l'aise. Nous nous sommes fait jeter par les erreurs politiques du président Hollande, Sarkozy avant d'ailleurs, et Hollande ensuite. Nous nous sommes fait jeter à l'heure actuelle du Mali. Pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi nous nous sommes fait jeter du Mali. Parce que nous avons fait l'opération Serval qu'il fallait faire en 2012, quand les islamistes du Nord, entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas une question d'islamisme, l'islamisme n'est que la surinfection d'une plaie ethnique, quand les islamistes sont descendus sur Bamako. Là nous avons bloqué cette avancée, ce qui était une bonne chose. Et ensuite, nous sommes partis à la reconquête du pays sans demander auparavant aux autorités de Bamako des gages en fonction de leur minorité. Car le problème de cette guerre, c'est la 5e guerre du Mali, c'est la 5e guerre Touareg depuis 1963, pour les mêmes raisons. Car les Touaregs, qui étaient les dominants avant la colonisation, n'acceptent pas d'être les dominés aujourd'hui depuis l'indépendance. Donc les Touaregs se soulèvent. Il fallait une fois pour toutes régler cette question d'une manière constitutionnelle. Et d'une manière ou d'une autre constitutionnelle. Il fallait imposer au gouvernement de Bamako des négociations avec les Touaregs. Certes, nous allons reconquérir Gao. Certes, nous allons reconquérir Mopti. Certes, nous allons reconquérir Tombouctou et demain les Ifora. Mais à chaque avancée militaire française, nous voulons une concession politique de façon à régler une fois pour toutes ce problème Touareg. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons reconquis et comme seule solution des élections. Chaque élection a fait quoi ?
Qu'en résultat, eh ben, les Touaregs, qui sont 4%, ont été vaincus par les 90% de Noirs du Sud. Donc le problème n'était fait que repousser ce problème. Et même problème dans le Sud maintenant avec les Peuls. Donc c'est un problème qui, pour moi, est secondairement économique, très secondairement économique. Mais juste Bernard Lugan, il y a eu quand même, enfin, vous dites la France-Afrique, c'est un épiphénomène, oui, enfin, il y a eu exploitation des territoires, exploitation économique quand même, comme pas seulement la France. Vous savez, on nous parle de la zone CFA. La zone CFA représente moins de 0,5% dans le commerce extérieur français. Moins de 0,5%. Oui, la zone CFA, ça ne représente rien. L'Afrique représente 4% en général. Là, bon. Et à l'intérieur de l'Afrique, rien. On nous parle de l'uranium du Niger. Mais le Niger est un petit producteur d'uranium. Nous nous fournissons bien plus ailleurs qu'au Niger. C'est l'Australie. Ce sont d'autres pays. Il y a, si vous voulez, des fantasmes qui existent sur la France-Afrique qui sont durs à évacuer. Alors, attention, ça ne veut pas dire que Foccart n'était pas présent. Foccart a été, en fait, l'agent de relations personnelles entre De Gaulle et les chefs d'État africains. Parce que ces chefs d'État africains, plusieurs ne voulaient pas l'indépendance. Léon Mba, etc., ne voulaient pas l'indépendance. Ils voulaient au contraire une association avec la France. Et De Gaulle leur a dit, bon, vous prenez l'indépendance, mais je vais vous laisser quelqu'un qui sera votre intermédiaire entre vous et moi. Donc c'était cela, Foccart. C'était rien d'autre. Alors, évidemment, la France-Afrique... C'est un fantasme. C'est un fantasme qui est dur à... Mais bon, il y a eu des tas d'études là-dessus qui sont... Voilà, très merci bien. Madame. Merci Marie de nous avoir appelés. Nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Paris. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Bonjour André Mercotte et bonjour Bernard Lugan. Bonjour monsieur. Oui, bon, j'étais au début de votre émission un peu chiffonné lorsque vous parliez, vous faisiez toujours cette comparaison entre la décolonisation anglaise qui se serait, à vos yeux, bien passée. Ah non, pas bien. Non, moins mal. Attendez, oui. Allez-y, Eric. Par rapport à la décolonisation française, qui n'a pas versé le sang. Bon, je mets à part l'Algérie, qui n'est pas une colonie. Donc, bon, cela me chiffonne toujours d'entendre dire la décolonisation anglaise, c'est mieux passé que la décolonisation française. En revanche, dans la suite de vos propos, puisque j'ai écouté toute l'émission, je me suis rassuré, puisque finalement, vous semblez dire que le grand problème, c'est pas tellement la décolonisation en elle-même, c'est peut-être les coopérants à partir des années 70, et surtout le fameux congrès de la Baule que vous évoquez, où ce fut un homme, une voix, qui a complètement bouleversé l'Afrique. Ça, alors là, je viens de vous entendre sur la coopération, Foccart, etc. La France-Afrique, bon, là, je vous rejoins parfaitement. Mais ce qui me dérange un petit peu toujours, parce que de surcroît, les administrateurs des colonies dont vous avez parlé, si vous voulez, ils étaient très proches des chefs tribaux, etc. Ils ont fait tout pour pouvoir maintenir les tribus, leurs chefs, etc., leur respect, etc. Ils étaient très au courant des problèmes africains. Ce sont plutôt les coopérants à la fin de la décolonisation qui ont pris l'Afrique en main avec des idées qui étaient beaucoup plus progressistes que ces administrateurs des colonies. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions, mais je suis globalement d'accord avec votre analyse et votre synthèse finale. Alors je vais aller vraiment dans votre sens, parce que lorsque nous parlions sur mon recueil de nouvelles tout à l'heure avec André Berkoff, et quand nous disions que cette Afrique a disparu dans les années 80. Pourquoi a-t-elle disparu dans les années 80 ? Une des raisons que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, c'est que jusque dans les années 78-80, dans les ambassades, dans les services de coopération, dans les services qui travaillaient avec l'Afrique, il y avait encore les anciens administrateurs. Il y avait encore. Vous savez, quand j'ai commencé au ministère de la Coopération en 1970... De famille, je peux vous le dire. Oui, il y avait encore. J'ai été envoyé en Afrique par d'anciens administrateurs des colonies qui m'ont donné des bons conseils, etc. Donc il y avait ce personnel qui connaissait l'Afrique. Là, nous n'avons pas laissé, contrairement à ce que disent les gauchistes et la gauche, nous n'avons pas laissé tomber l'Afrique du jour au lendemain, car notre personnel est resté sur place pour épauler les élites africaines. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce personnel
personnel, plus on avancera dans le temps, moins il y aura de gens qui auront connu l'empereur. Hélas, ce personnel a pris sa retraite et a été remplacé par souvent des gens qui sortaient de Sciences Po et qui avaient appris l'Afrique dans les livres. Dans les livres. Et moi j'ai vu arriver cela. Mais mon premier conseiller culturel au Rwanda était un ancien chef de cercle en Mauritanie. Mais c'était un bonheur de l'entendre parler des tribus mauritaniennes. Qui lui a succédé ? Un agrégé de lettres modernes je n'ai rien contre les agrégés. Pompidou et Senghor étaient agrégés de lettres classiques, pardon. Voilà, c'est toute la différence. D'un côté, nous avions du vieux personnel qui connaissait l'Afrique, et ensuite nous avons eu des gens qui connaissaient l'Afrique par ouï-dire. Mais voyez-vous, monsieur, le grand problème. Moi, je suis parti en Afrique en 73. Je suis resté en poste au Rwanda en 72, pardon, en 83, 11 ans. Qui aujourd'hui peut partir en coopération en restant 11 ans dans un poste? C'est terminé. Mais pourquoi Parce que nous avons supprimé nos universités africaines. Encore les socialistes. Il n'y a plus d'université africaine. Non, nos universités françaises en Afrique ont disparu. Quand je suis arrivé en Afrique, nous avions Dakar, Abidjan, nous avions Brazzaville, nous avions Boutaré et nous avions Tananarive. 5 universités qui étaient associées à la Sorbonne. Nous étions associés à Bordeaux, au Rwanda. Et nous avions donc nous envoyions de jeunes assistants ou maîtres assistants comme moi, sous le patronage de nos maîtres qui étaient dans les universités et qui venaient avaliser les diplômes que nous distribuions. Et nous formions sur place... une étroite association avec Lyon, Bordeaux, Paris et Sorbonne. Et nous formions sur place les élites africaines. Nous les formions. Alors, sauf au niveau du doctorat, où ils montaient. Maintenant, arrivent les socialistes au pouvoir à partir de 81, et à partir de ce moment-là, le ministère de la Coopération considère que c'est beaucoup trop élitiste de former des universités. Il faut former des instituteurs. Et notre université du Rwanda, notre département, a été transformé en école normale dite d'instituteurs. C'est là où ça a clashé. Moi, je suis parti du Rwanda. Résultat, nous avons formé ensuite la génération en France, c'est-à-dire ces étudiants que nous formions en Afrique, a été formé en France par des profs gauchistes. Et en même temps, nous avons perdu le savoir-faire des gens qui, comme moi, pouvaient rester 10 ans en se formant et en connaissant tout à fait une zone. Et qui, en plus, avaient des rapports politiques. Moi, j'ai eu... les ministres étaient tous mes anciens étudiants. Moi, j'arrivais quasiment au Conseil des ministres en les tutoyant. Vous voyez, c'était quand même intéressant au point de vue politique français. Mais ceci a disparu. Toujours le nivellement par la base, la gauche, les socialistes. Eh bien, vous voyez, au moins, on peut dire que c'est une émission de gauche, nous. Voilà. Merci Eric de nous avoir appelé. Et puisque le hasard fait bien les choses, nous avons une auditrice qui a un prénom d'une belle ville africaine, Rabat, qui nous appelle de plaisir. Bonjour Rabat. Bonjour Rabat. Oui, bonjour, c'est pas une auditrice, c'est un auditeur. C'est un auditeur. Rabat, ça finit par un prénom. Voilà. Bonjour Rabat. Bonjour monsieur Berkop, bonjour monsieur Lugan. Bonjour monsieur. En fait, moi, ma question elle est plus positionnée sur le Maghreb, en particulier l'Algérie. On entend souvent que l'Algérie, avant 1830, n'existait pas. En fait, je voulais que vous m'éclairiez sur ce sujet. Oui, j'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle Algérie, l'histoire à l'endroit. J'explique. Voyez, le grand paradoxe, c'est qu'en Algérie, nous avons eu des principautés brillantes. Tlemcen, Bougie, brillantes principautés, mais qui n'ont pas débouché sur la constitution d'un État. Au Maroc, nous avons eu Fès et Marrakech qui ont débouché sur la constitution d'un empire. Alors pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas débouché sur la constitution d'un État ? Tout simplement parce que l'Algérie a toujours été écartelée entre deux voisins puissants, l'empire marocain et la Tunisie également, qui est un vieil État qui existait plus à l'est. Et l'Algérie est passée ensuite directement sous la colonisation turque au XVIe siècle, jusqu'en 1830, et après sous la colonisation française. Et c'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom, et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. Car n'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie du Maroc, pour rattacher à l'Algérie Colombéchar. Toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine.
Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara, qu'elle n'a jamais possédé, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'existait pas. Et De Gaulle va rattacher le Sahara à l'Algérie et va créer cette Algérie qui est un État qui naît véritablement au mois de juillet 1960. C'est le grand problème du Maroc et de l'Algérie, le grand problème de l'opposition entre ce vieil État marocain millénaire qui existe. Savez-vous que quand Hugues Capet est élu roi de France, Au 987. 987. Et quand Hugues Capet est élu roi de France, la monarchie marocaine existe depuis 2 siècles. Les Idrissides existent depuis le début du 8e siècle. Donc nous avons un vieil État, un vieil empire millénaire, et au milieu vous avez une zone qui va être conquise tantôt par le Maroc, tantôt par ce qui va devenir la Tunisie. Et après par les Turcs. Bernard Lugan, il y avait quand même un peuple en Algérie, évidemment, l'Algérie, qui était un peuple spécifique. Il y avait des peuples. Qui n'était pas marocain, qui n'était pas tunisien. Il y avait des peuples. Il y avait des peuples berbères, il y avait des peuples arabes, il y avait des peuples métis. Alors, si l'on veut remonter dans l'histoire encore plus loin, il y a eu un moment d'État algérien, c'est-à-dire dans les 3 siècles avant Jésus-Christ. 3 siècles avant Jésus-Christ, parce qu'il y avait le royaume à l'ouest, le royaume de Maurétanie, l'actuel Maroc. Oui. Nous avions la Numidie, le royaume des Massiles, à l'extrême est du Maghreb, et au milieu, le royaume des Macéciles. Le royaume des Macéciles qui partait à peu près de l'est d'Oran et qui allait jusqu'à Constantine inclus, jusqu'à l'Oued Akbir qui passe sur zone. Et là, vous aviez cette partie centrale qui a été, effectivement, pendant 2 siècles, un royaume berbère qui était à peu près dans les frontières de l'Algérie actuelle. Et ce royaume berbère, qui a été détruit au moment des guerres puniques entre Carthage et Rome, parce que ce royaume berbère a eu des alliances qui étaient contraires aux alliances romaines et qui étaient vaincues. Et depuis, il n'y a plus d'Algérie. Jusqu'à la 1960. C'est ça. Merci Rabat de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et je rappelle votre livre, Bernard Lugan, puisque vous allez devoir nous laisser et que nous allons parler maintenant de passe sanitaire et de vaccins. Nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous pouvez le commander en ligne ou dans toutes les bonnes librairies qui ont accepté de vendre ce livre. Vous êtes historien spécialiste de l'Afrique, universitaire et expert auprès de l'ONU. Et je dis ça sur l'Afrique, ouvrez ce livre, il vous ouvrira. Et vous pouvez également aller sur mon blog, l'Afrique réelle, où je donne quasiment toutes les semaines des communiqués. Là, cette semaine, je viens de faire un communiqué sur le coup d'État du Soudan, et la semaine dernière, sur la légende du massacre du 17 octobre 61 à Paris. Voilà, autre légende. Vous savez la lecture, à tout de suite.